Eh bien, bonjour Clément, Clément Pourtal, réalisateur du film The Blue Quest. Merci d'être avec nous. On est ravis de pouvoir échanger voilà, sur ce beau film. Bonjour Clément, bienvenue. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que tu peux déjà nous retracer un petit peu ton parcours et puis l'origine et les motivations de ce documentaire? Avec grand plaisir. Déjà, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour ce beau festival Curieux Voyageurs. Et donc, moi, je suis passionné par la mer depuis l'enfance. J'ai eu la chance de grandir à Marseille, d'être très souvent dans l'eau, de beaucoup voyager en famille, de manière perso. Puis pour les études et d'être très souvent dans l'eau. Ça a été un peu ma grosse priorité. J'ai toujours adoré ça. Et ensuite, au fur et à mesure de mes études, j'ai pu faire des stages à droite à gauche. J'ai souvent choisi des destinations assez sympas. J'ai étudié, par exemple, enfin, j'ai fait un stage en Malaisie. Et c'est là où c'était un travail intéressant, mais j'avais aussi pas mal de temps libre. Donc j'ai pu beaucoup voyager dans des endroits que je connaissais pas avant, des zones tropicales. C'est là où j'ai vu pour la première fois des requins, la première fois des coraux. Ça m'a passionné. Mais c'est là aussi où j'ai vu pour la première fois des zones mortes, en fait. Mhm. Donc c'est là où j'ai commencé aussi à prendre conscience que la mer et l'océan, c'était magnifique, c'était quelque chose que j'adorais, mais qu'en fait, c'était pas juste aux infos où on voyait les problèmes, c'était pas juste la Grande Barrière de Corail qui avait des problèmes, c'était généralement, il commençait à y avoir vraiment des problèmes. Donc moi, j'étais en école de commerce, j'ai réussi quand même à faire mon mémoire de fin d'études sur le potentiel économique des aires marines protégées. C'était un peu compliqué à faire Ouais. passer. C'était quoi? C'était il y a 10 ans maintenant, donc un peu moins de 10 ans, donc c'était pas encore la grosse priorité en école de Eh commerce oui. de parler de ça. Et, euh, et je voulais continuer à aller à l'étranger à la fin de mes études, mais là, c'est là où en fait, j'ai eu l'occasion de travailler en agence de communication ici à Marseille, donc retour à Marseille chez moi. Et cette agence, elle m'avait bien plu parce qu'elle s'occupait du sport et surtout d'une marque de plongée. Donc moi, j'étais Ouais. super heureux, quoi. J'ai appris à faire de la com pour une marque de plongée dans un milieu qui me passionnait. J'avais beaucoup de responsabilités pour un premier job, donc j'étais très content. J'ai travaillé un peu plus de 2 ans là-bas et en fait, j'ai vu la facilité des marques à communiquer pour pouvoir vendre des produits, enfin, en général, hein, pas seulement pour le client marque de plongée, mais pour d'autres. Et la difficulté pour les projets scientifiques, pour le coup, de communiquer. Les projets de protection marine, ils n'avaient pas la capacité des marques à communiquer comme ça. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à me poser des questions. J'étais encore jeune, mais je me disais, bon, est-ce qu'il y a il y a quelque chose à faire là-dessus? Et c'est là, au fur et à mesure des rencontres, j'ai pu rencontrer des scientifiques, des réalisateurs. Moi, j'ai toujours été passionné de vidéo, en fait, sans être jamais pro. Et avec ces rencontres, au fur et à mesure, un premier projet est né, qui était l'idée donc d'aller justement rencontrer des initiatives de protection marine pour les aider à communiquer. Bon, c'était un beau projet, mais il n'y avait pas forcément de business model derrière, donc on a dû assez vite l'abandonner. Et de là est né en fait un projet beaucoup plus réduit qui est The Blue Quest. The Blue Quest, en fait, c'était juste l'idée de partir avec des équipes très très réduites, rencontrer des initiatives de protection marine, mais sans avoir forcément des grandes connaissances en vidéo ou autre. Donc on est parti dans un premier temps avec un ami au Mozambique. On a traversé tout le pays, on a rencontré 2 projets. Bon, on savait pas filmer en fait. C'était un peu problématique vu qu'on était parti pour faire un film. Mais on a pu développer l'idée en fait. On a pu rencontrer les projets et c'était vachement sympa. Mais en rentrant du Mozambique, on était toujours sur la même problématique en fait. C'est-à-dire qu'on avait des contenus vidéo qui étaient quand même sympas. On ne savait pas monter. On n'avait pas de business model. On n'avait plus d'argent. Bon, c'était un peu compliqué. Donc en fait, c'est là où j'ai rencontré un ami d'enfance que j'ai retrouvé en fait qui est réalisateur et qui m'a vu arriver avec mon disque dur rempli de rush et qui m'a dit, enfin, à qui j'ai dit, moi c'est simple, je viens d'aller au Mozambique, j'ai tenté quelque chose, ça n'a pas marché, j'ai un disque dur rempli de rush, il faut que ces interviews soient montées, il faut que ces vidéos soient montées. Par contre, j'ai pas d'argent, donc voilà, comment on fait quoi. Et c'est un peu l'idée de The Blue Quest aussi, c'est à chaque fois c'est des belles rencontres. C'est lui m'a dit, il y a pas de souci, moi le projet m'intéresse. Je peux monter cette dizaine de contenus web assez facilement. Par contre, la prochaine fois que tu pars, c'est moi le réalisateur officiel.
Bon, à ce moment-là, j'en étais assez loin. J'avais plus trop envie de repartir. Hein. J'avais plus d'argent du tout. C'était pas la priorité. Donc, on a pu assez rapidement faire ces contenus sur le Mozambique. Et là, j'ai eu la chance de trouver un VIE en Espagne, un emploi en Espagne qui était pas mal parce qu'il avait des caractéristiques, trois caractéristiques assez sympas. C'est qu'il était très facile, il payait bien et j'avais beaucoup de vacances. Donc, Plein de bons arguments. c'était génial. Franchement, c'était cool. Donc, en fait, rapidement, j'ai pu me refaire une santé financière. Et c'est là où la question est arrivée rapidement. Mais qu'est-ce que je fais, quoi? Parce que ce boulot, c'est sympa, mais j'avais commencé quelque chose avec The Blue Quest. Et là, je suis revenu un peu dans un boulot lambda qui me passionne pas plus que ça. Et donc, en fait, j'avais vraiment cette envie de repartir. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, je peux, quoi. Je peux repartir. Donc, mon père avait vécu au Mexique il y a plus de 40 ans. Et il m'avait toujours parlé de la Basse-Californie, l'endroit qui était magnifique. Donc, je m'étais dit, go, quoi. J'aurai potentiellement plein de vacances si je les prends pas, si j'en prends pas. Donc, on va faire ça. J'ai rappelé Jérôme et on s'est dit, allez, on part en Basse-Californie. Sauf que ça, on s'est dit ça en février. Après, il y a eu plus de 8 mois de préparation pour trouver les projets, organiser un crowdfunding, trouver de l'argent perso aussi, parce que il n'est pas arrivé tout seul, hein, ce documentaire. Et c'est là où on a pu, 8 mois après, repartir et faire un documentaire, sachant que ce n'était pas du tout l'idée, en fait, là-bas. Quand on était là-bas, on voulait faire seulement des petits contenus web. Et c'est en rentrant, en voyant ce qu'on avait dans les disques durs, qu'on a décidé de faire vraiment un documentaire. Et il a été fini le jour du premier confinement. Donc, il a pris quand même beaucoup de temps. On est parti en novembre 2018. Il a été fini en mars 2020. Donc, voilà, on n'avait vraiment pas du tout prévu de faire ça à première vue. Et en fait, c'est la galère avait recommencé, en fait, parce que j'avais plus de travail. J'avais quitté mon emploi à Barcelone. J'étais revenu à Marseille. Et en fait, pile à ce moment-là, c'est là où j'ai eu le produit fini que j'ai pu envoyer en festival. Et il a commencé à avoir de la reconnaissance. Donc ça, c'était top. Et rapidement après, enfin rapidement, oui et non, mais en juin, j'avais trouvé un emploi, celui que j'occupe aujourd'hui, dans une fondation de protection marine qui s'appelle Pure Océan. Et où le but, c'est de financer des programmes de recherche pour l'océan, pour les solutions de demain pour l'océan. Et moi, je m'occupe de toute la partie justement événementielle, sportive et vidéo. Donc, j'ai vraiment trouvé quelque chose qui me passionne, aussi grâce à ce documentaire. Bien, écoute, on va parler un petit peu de cette destination. Grand plaisir. Cousteau a défini ce lieu un peu comme l'aquarium du monde, le grand aquarium du monde. Mais c'est aussi une zone très touristique. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un peu antinomie à cet aspect-là? Alors, c'est un peu particulier. Déjà, moi, je précise que j'ai passé un mois là-bas. Donc, même si j'avais fait beaucoup de recherches et tout ça, j'ai quand même passé que un mois là-bas. Donc, je suis vraiment pas un expert, en fait. Mais ce que j'ai remarqué, déjà, c'est que la biodiversité sous-marine qu'on voit là-bas, elle est exceptionnelle. Mais c'est toujours pareil, on le voit dans le documentaire, on nous dit que c'était mieux avant. Donc, il y a des problèmes, forcément. Et est-ce que c'est un lieu très touristique? En fait, oui et non, parce que c'est c'est assez peu connu en Europe et en Asie. Donc, on est plutôt sur du tourisme local et frontalier américain. Et il s'est passé quelque chose d'assez fou en Basse-Californie, c'est que ça fait la taille de l'Italie, la Basse-Californie. Tout au nord, il y a la frontière américaine. Tout au sud, il y a une ville qui s'appelle Cabo San Lucas. Et en fait, quasiment l'ensemble du tourisme s'est concentré à Cabo San Lucas. C'est vraiment la ville des spring breaks. On y est passé dans le docu, ça nous a fait un choc justement parce qu'on enchaînait on enchaînait les surprises positives. On arrivait là-bas, on s'est dit waouh, ok. et donc ouais, il y a vraiment quelque chose de particulier à cette zone qui fait que le tourisme de masse, s'il y en a, est concentré là-bas. Mais même là-bas, les gens jouent le jeu, en fait. Il y a de l'écotourisme. En général, en Basse-Californie, moi, ce que j'ai vu et ce que je trouve assez fou, c'est que l'écotourisme est quand même, en grande partie, l'impression que j'ai eue est la règle, que justement, il y a des règles qui sont
Il y a un requin là qui passe derrière. Ouais, il y a le chat qui est là. Je ne veux pas qu'on parle de poisson, je ne sais pas, ça lui donne faim. Et donc, en fait, il y a vraiment des règles qui sont mises en place et qui sont respectées. Et surtout, une différence que j'ai vue qui est assez folle, c'est qu'il y a une éducation qui est très poussée pour les jeunes générations. C'est-à-dire, ils se rendent compte de ce qu'il y a dans l'eau devant chez eux, que ça, il n'y en a pas partout dans le monde. Et ils sont conscients des richesses que ça peut créer, en fait. Justement, par rapport à cet écotourisme, cette éducation, les sciences participatives, on voit bien dans le film que la région de Basse-Californie a l'air d'être un creuset ou un spot, en tout cas, voilà, un endroit très dynamique sur ces questions. Est-ce que tu as connaissance d'autres régions du monde qui seraient aussi dans cette dynamique-là? Alors oui, il y en a plein. Après, comme je disais, la Basse-Californie, je reprends juste ça rapidement, c'est pas tout rose, hein. Moi, j'avais pris le parti d'aller rencontrer des gens qui proposent des solutions, d'interroger les bonnes personnes, d'être dans l'optimisme. Il y a des problèmes là-bas aussi, avec de la surpêche, de la pêche illégale, de l'immobilier. Mais en fait, ce qui est intéressant en Basse-Californie, ce qui va définir aussi cette idée d'écotourisme, c'est qu'il y a des règles et que, en grande partie, elles sont appliquées. Donc, pour rappel, l'écotourisme, c'est vraiment basé sur le développement durable. C'est-à-dire que c'est une activité de tourisme qui est basée sur 3 piliers. C'est-à-dire qu'elle va protéger l'environnement ou du moins pas le détériorer. Elle va impliquer les communautés locales. Donc ça, c'est le volet. Il y a le premier volet, c'est environnement. Le deuxième, c'est le volet social. Et économique, elle va être viable économiquement parce que sinon, au bout d'un moment, on peut mettre en place tout ce qu'on veut. Si jamais c'est pas viable économiquement, enfin, j'avais fait mon mémoire de recherche là-dessus justement, c'est qu'à un moment, ça disparaît. Par exemple, un des gros outils pour la protection marine, c'est les aires marines protégées. Si elles n'ont pas un système économique derrière qui leur permet de se financer, au bout d'un moment, ça marche pas, quoi. Donc, enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Donc oui, dans le monde, en fait, il y a plein d'endroits. L'exemple phare, c'est le Costa Rica. J'aimerais beaucoup y aller parce que justement, j'en ai beaucoup entendu parler. En Malaisie, il y avait de l'écotourisme local qui se développait énormément. Au Mozambique, on en a vu, mais en fait, c'est différents niveaux d'écotourisme. Au Mozambique, on a vu des zones complètement fermées, des hôtels de méga riches où on allait en hélicoptère, on passait des nuits à je ne sais pas combien de dizaines de milliers de dollars. Et c'était aussi de l'écotourisme parce que l'île sur laquelle était l'hôtel s'occupait de protéger l'île au maximum, de faire en sorte que les coraux soient protégés, replantés et que les communautés locales autour puissent bien vivre. Donc, c'était un exemple d'écotourisme un peu extrême peut-être. En faisant des recherches, là, j'ai vu qu'à La Réunion aussi, il y en avait beaucoup, à Madagascar. Moi, j'avais vu aussi au Belize, qui en avait pas mal. Au début, je voulais faire le documentaire sur le Belize. En fait, il y en a partout de l'écotourisme. Même ici, à Marseille, il y en a, hein. Il y a de l'écotourisme qui s'est développé. Donc, en fait, c'est encore vague ce que c'est de l'écotourisme. Ouais. Ça veut dire qu'il y a la définition théorique, mais c'est quelque chose que tout le monde va demander aujourd'hui. Je veux que le tourisme soit responsable et tout ça. Il y a un marché pour ça, en fait. Donc là, un peu négatif, mais il faut faire attention au fake, parce qu'en fait, il y a vraiment un marché très lucratif pour l'écotourisme. Et il y a des programmes qui se créent et qui, en fait, n'en sont pas, quoi. J'ai vu des exemples de faux programmes qui coûtent extrêmement cher, où il n'y avait pas de but, et c'était juste de prendre de l'argent aux personnes à New York qui sont dans leur boulot 7 jours sur 7 et qui se font plein d'argent et qui d'un coup ont besoin d'une semaine pour décompresser. Ils ne vont pas chercher 15 fois. Il y a un programme je dis n'importe quoi, à 10 000 € la semaine pour sauver les tortues. En fait, c'est cool, mais ce programme ne sert à rien derrière. Donc, en fait, il faut vraiment bien se renseigner, quoi, et checker où vont les fonds, qui sont les parties prenantes, qui organisent. En fait, pour moi, l'écotourisme, aujourd'hui, il y en a vraiment partout. C'est nécessaire parce que c'est une nouvelle approche vraiment du tourisme, mais ça doit être régulé. C'est obligatoire. Sinon, après, c'est déformé et c'est contre-productif. Mais moi, je suis un fervent défenseur de l'écotourisme parce que Cousteau avait dit quelque chose. Vraiment, c'est fou comme c'est vrai. On protège ce qu'on aime et on aime ce qu'on connaît. Donc, c'est vrai que si on a l'opportunité aujourd'hui ou demain d'aller
avoir des baleines, des requins, des tortues ou même autre chose en fait, de manière durable, eh ben, Mmh. les gens qui vont avoir la capacité d'avoir ces interactions-là, ça devient après des ambassadeurs de l'océan. Et ça, c'est valable pour tout type d'écotourisme. Mhm. Et il y a le village de Cabo Pulma qui s'est vraiment totalement dédié à l'écotourisme, justement. Et la pandémie est arrivée. Bon, pour pas parler de choses négatives, mais bon, c'est une réalité, elle est arrivée. Et qu'en est-il de, je ne sais pas si tu as des nouvelles, qu'en est-il de leur situation? Parce que j'imagine bien que leurs revenus ont dû baisser avec cette pandémie. Alors, je ne sais pas si tu as des précisions, des nouvelles à nous donner. Ben, alors j'ai eu quelques nouvelles justement via Pelagos Kakunra, le projet qu'on avait suivi là-bas, ceux qui étaient en charge de justement tout le scientifique autour de la réserve. Mhm. Et ben, en fait, au Mexique, ça s'est pas passé exactement pareil qu'ici. C'est-à-dire qu'il y a eu un confinement, comme un peu partout dans le monde, pendant 2 mois, quelque chose comme ça. Je crois que c'était vraiment 2 mois. Et en fait, très vite, ça s'est arrêté, quoi. C'est-à-dire que très vite, le confinement s'est arrêté. Ils ont suivi des lignes assez strictes de masques et de distanciation sociale. À part ça, tout est redevenu un peu normal. Donc, Mhm. Cabo Pulmo, déjà, bah, c'était un tourisme frontalier et local. Donc ça n'a pas été trop impacté. Dès que le petit lockdown c'est fini, ça a repris. Et surtout, bah, Cabo Pulmo, c'est quand même un endroit qui est très cher, je pense. Nous, on a eu la chance d'y aller avec un programme scientifique, mais à la base, je pense que c'est de l'écotourisme très cher. En tout cas, ce que j'en ai entendu, c'est que ça a l'air vraiment, enfin, vraiment d'être onéreux. Et il faut Mhm. savoir que c'est un switch qui s'est fait dans du village entier, qui à la base était pêcheur. Les revenus n'étaient pas du tout les mêmes. Donc en fait, aujourd'hui, pour répondre à ça, effectivement, ça peut être compliqué, mais ça va. Ça, je pense vraiment que ça va, quoi. Ils ont Mhm. d'autres problèmes, en fait, à mon avis, à ce niveau-là. C'est que j'ai cru comprendre que bah, le vrai problème du complexe hôtelier qui voulait être fait sur la zone, il commence à repointer un peu le bout de son nez, quoi. Les promoteurs n'ont pas complètement lâché l'affaire. Et Mhm. la tristesse, elle est plutôt là. C'est qu'on a une zone qui est citée dans beaucoup de papiers scientifiques par beaucoup de gens comme un des exemples mondiaux de qu'est-ce qui se passe si on laisse l'océan tranquille. En 25 ans, ça revient et c'est bien encadré par des chercheurs. Il y a une solution économique derrière. Enfin, c'est un exemple. Il faudrait des cabots poulmots partout dans le monde. Partout, ouais. Et, et ben là, même dans l'endroit exemplaire, il y a quand même des petits problèmes avec des potentiels promoteurs immobiliers qui voudraient, enfin, qui trouveraient ça cool de faire un aéroport sur la zone, quoi. Ouais, d'autres requins qui sont présents, quoi. Pas les Ouais, mêmes. les mauvais, c'est les mauvais. Et du coup, par rapport à ton film, est-ce que tu peux nous il y a des moments très forts, hein, au niveau de la plongée, des rencontres incroyables et du coup, voilà, pour être dans la positive attitude, est-ce que tu peux nous raconter, voilà, un ou 2 moments extrêmement forts? Je pense entre autres à la rencontre avec, Alfredo et puis, la nage avec les otaries. Alors, en fait, ouais, c'est ça, c'est qu'on avait beau essayer de le préparer au maximum, ce documentaire, en fait, il y a rien qui était prêt du tout. On avait des on avait des gens à rencontrer, ça s'est arrêté là. Et en fait, donc en arrivant sur place, quand j'ai rejoint Pelagos Kakunra, James est passé nous chercher. On est parti pour Cabo Pulmo et c'est vraiment moi, je suis pas bon du tout en plongée, j'ai juste mon niveau 1, et on devait aller voir les requins bulldogs. Donc c'était Chapeau! pas mal. Et en fait, moi, j'avais dit à James, on s'était entendu par les réunions Skype qu'on avait fait avant pour organiser. J'avais dit, ouais, ouais, moi, je viens en apnée parce que je suis vraiment une tâche en plongée, quoi. Je ne veux pas assumer, pas du tout assumer d'aller faire de la plongée au milieu des Ouais. requins. Je préfère faire des allers-retours. En fait, c'est en arrivant à Cabo Pulmo et en fait, là où il m'a dit, allez, c'est parti, on y va, là. Il y a une première plongée. J'ai une première plongée. Qu'est-ce que tu entends par plongée? En fait, James m'a expliqué, il me fait ouais, ouais, en fait, je me suis trompé en l'apnée, on peut pas parce qu'on va pas s'amuser à faire des allers-retours avec des requins au fond, ça va mal se finir, quoi. J'étais là, bah, donc, en fait, James m'a filé une bouteille, m'a filé un stab et ça faisait, je sais pas, 2 ans que j'avais pas gréé une bouteille, et j'avais fait 6 plongées dans ma vie, donc j'étais là, bon, c'est super. En plus, donc là, donc on part, on va sur le bateau et là, il y avait justement Alfredo
connaissais pas du tout, je savais pas qui c'était, et qui lui parlait français, et qui vient me voir et qui vient me dire, ouais, il paraît que James m'a dit, je vais plonger avec vous, mais il paraît que toi aussi, tu fais des documentaires, c'est génial et tout ça. Et j'étais pas trop dans le partage à ce moment-là, j'étais vraiment plus dans la survie. J'étais, ouais, c'est génial, ok. Et là, Alfredo, il prend. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais, juste avant de partir, réussi à trouver un petit caisson sous-marin pour la petite caméra que j'avais, qui était un compact expert, donc rien de fou. Et Alfredo, il prend sa caméra à lui, qui était un truc plutôt, qui était une Red Dragon, c'est-à-dire que c'est les caméras de cinéma sous-marine. C'est quelque chose de 150 000 euros, et il n'y en a pas beaucoup des gens qui vont filmer avec ça, quoi. Non, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Ouais. Non, il n'y en a pas beaucoup. J'étais là, mais ok. Et donc, je parlais avec Alfredo, qui m'explique en fait que lui, il fait des documentaires pour la BBC, pour National Geographic. Donc, en fait, là, je me suis retrouvé vraiment sur le bateau qui partait pour aller plonger. Je devais gréer ma stable, je ne savais plus comment on faisait. J'étais avec les scientifiques. Il y avait vraiment des milliers de plongées à leur actif. Il y avait Alfredo qui était là qui faisait tranquillement ses documentaires pour la BBC et National Geographic. Et moi, j'étais au milieu comme ça, à devoir préparer ma bouteille. C'était fou parce qu'en fait, on a fait cette plongée, il fallait descendre direct assez profond, et il fallait descendre la tête en avant parce qu'il y avait du courant. Enfin, genre, voilà, c'est exactement ce que je voulais pas faire. Et sur la première plongée, j'ai perdu ma caméra aussi, parce qu'elle a flotté. Mais c'est en fait, une fois qu'on était sous l'eau, on a vu assez vite les requins. Et enfin, je me sentais vachement encadré par cette équipe qui, au final, encadré, oui, ouais, relativement, mais c'était donc c'était un moment qui était vraiment fort en émotion, parce qu'au début j'ai eu très peur, et en fait après, une fois sous l'eau, il y a cette sensation d'avoir beaucoup moins peur. Et les plongées, c'était pas les plongées habituelles, c'est-à-dire que normalement, moi j'avais l'habitude dans ma grande expérience de 5 plongées, de faire 45 minutes et de remonter. Là, c'était des plongées scientifiques, donc tant qu'il y avait des requins et quelque chose à noter sur le comportement, on restait sous l'eau. Voilà. Donc, moi, je restais pas très longtemps. Et en fait, je finissais souvent sur les bouteilles de secours des gens. Enfin, c'était vraiment des plongées assez folles. En fait, j'ai énormément augmenté mon niveau de plongée pour ça. Et c'était des expériences de fou, parce que enfin, c'est ce que j'avais toujours rêvé de faire, quoi. Et ça, c'était la rencontre aussi avec Alfredo, qui a plongé 2 fois avec nous. Et après qu'on a revu, après avoir passé une semaine à Cabo Pulmo, on avait revu Alfredo dans un bar le soir de mon anniversaire. On avait vachement sympathisé, donc il était venu boire une bière avec nous, et avec sa compagne Lisa, et il nous avait dit, bon, moi j'ai 2 cadeaux pour vous, pour toi, pour ton anniversaire. Déjà, premier cadeau, il nous sort un disque dur, et il nous fait, voilà, moi je vous donne mes images. C'est bien ce que vous faites, je vous donne les images. Enfin, c'est pour ça que dans le documentaire, en fait, il y a des images de requins en sous-marin à 30 mètres qui sont d'une netteté incroyable et tout. Ouais. Je vous rassure, c'est pas avec un compact expert qu'on fait ça. C'est bien Alfredo qui nous a donné ça par pure gentillesse, en fait. Et son deuxième cadeau, c'était de le rejoindre au port le lendemain. Et donc, on l'a rejoint au port, et lui, il devait aller sur une petite île qui était à la sortie de la baie de La Paz. Et il devait filmer un truc, et il nous a juste dit de nous mettre à l'eau. Enfin, donc on est parti avec lui, nous on lui faisait complètement confiance. Et on est arrivé en fait à Los Islotes, donc on s'est mis à l'eau, on savait pas trop ce qu'il allait avoir. Et là, en fait, avec Jérôme, le réalisateur, on a passé une journée entière dans l'eau avec les otaries. Alfredo, lui, était dans son coin, il faisait son film, en fait, il n'avait pas besoin de nous du tout, on le voyait pas. Et on l'a retrouvé pas mal de temps après sur le bateau, après avoir passé une journée avec les otaries dans l'eau. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut pas oublier, quoi. Mais ça a été que ça, en fait, le Mexique. Ça a été beaucoup, beaucoup de chance, parce que c'était des belles rencontres sous-marines, beaucoup de choses qui se sont bien goupillées. On rencontre Alfredo, on a sympathisé avec lui, il nous a fait une interview super, il nous a montré des choses uniques. C'était pareil avec Regina Domingo, on est allé la voir juste pour voir son activité d'écotourisme en tant que guide. Et là, il nous a dit, je pars avec des amis, on va dans un endroit complètement hors des clous, voir des marlins à 20 km de la côte pacifique. On dit, c'est pas prévu. Mais pourquoi pas, quoi. Donc, c'était
il y avait des rencontres sous-marines de fou. Il y a vraiment des gens qui ont vécu des années en Basse-Californie qui nous ont dit qu'ils n'avaient pas vu ce qu'on avait vu en un mois. Donc, on a eu beaucoup, beaucoup de chance. Et ça, c'est Ouais. unique. Mais c'est les rencontres humaines, en fait. Ça Ouais, se voit dans le documentaire. Les gens sont heureux, quoi. Ils ont envie de partager. Et ça, c'est quelque chose qui est unique, quoi. ouais, et puis les bonnes personnes, les bonnes rencontres au bon moment, voilà, oui, c'est c'est fabuleux, ça. Ouais, c'était vraiment ça, un bel enchaînement qui a créé des moments uniques comme ce moment avec les otaries ou comme les Marlins. Les Marlins, on est parti avec une équipe, avec un champion chilien de kite, un champion espagnol d'apnée, enfin, que des gens qui n'avaient pas Ouais, forcément vocation à ouais, se retrouver ensemble sur un bateau un jour à 20 km de la côte Pacifique, un bateau de 5 mètres ballotté par les vagues. Et en fait, pour aller à la recherche des marlins, ça veut dire qu'à cette époque-là, à cet endroit-là dans le Pacifique, il y a un équivalent du sardine run sud-africain, c'est-à-dire qu'il y a Oui. des sardines ou des maquereaux, je ne sais plus, il faudrait que je revoie, qui descendent et qui forment en fait des boules ouais. compactes pour se Mhm. protéger des otaries, des marlins et des requins et des baleines qui viennent manger. Mais en fait, personne n'avait jamais fait ça quand on était allé. C'était Regina qui connaissait un pêcheur. Donc, elle nous a dit, ouais, peut-être, lui, il est pêcheur, il peut nous emmener, au lieu d'aller pêcher, il va nous montrer ça. C'était la cool, mais qu'est-ce que- voilà, c'était juste génial, l'ambiance, parce que on avançait au fur et à mesure des kilomètres qui passaient avant d'arriver pour qu'on puisse voir les boules de marlin. Et personne ne savait ce qui allait se passer. Personne ne savait ce qui allait se passer. Mhm. Et on a l'habitude, en fait, quand on est sous l'eau, de voir très souvent des spectacles assez calmes, des Mm. spectacles reposants. Même les requins, c'était calme. Les otaries, c'était joueur, mais il y avait pas de chasse ou quoi que ce soit. Là, vraiment, on a l'impression en se mettant à l'eau que il y a une boule de poisson qui fait 2 mètres de diamètre et il y a des marlins qui font de 2 mètres qui foncent dedans. Il y a des otaries qui foncent dedans. C'est la guerre sous-marine, quoi. Ouais, ouais. C'est vraiment et un des souvenirs qui m'a vraiment marqué après j'arrête, c'est que on les a vus une première fois et après la boule est partie, donc il a fallu remonter sur le bateau et suivre la boule, mais il fallait se mettre à l'eau un peu loin pour pas être Ouais. Bien au milieu sûr. de la guerre, en fait. Mhm. Et moi, le capitaine avait mal géré son truc, donc à un moment, il m'a dit, allez, allez, c'est parti, faut y aller, faut y aller. J'étais le seul qui était prêt, donc j'ai sauté à l'eau. Et là, je voyais plus rien. Et en fait, je voyais plus rien parce que j'étais dans la boule de sardines. Ah ouais. Et en fait, c'est-à-dire que et dessous, il y avait les espadons qui passaient à fond pour venir dans la boule de sardines. C'était assez, assez intense comme moment. Du coup, est-ce que tu peux nous parler peut-être de tes projets, aujourd'hui, sur Marseille et voilà, si tu as des perspectives de continuer, voilà, dans cet esprit? Ben, en fait, ouais, j'ai complètement envie de continuer dans cet esprit parce que là, ben, aujourd'hui, j'ai trouvé ce travail dans une fondation, donc je suis vraiment à l'endroit où je veux être et où je pense être utile. Et à côté, je vais me débrouiller pour avoir le temps pour continuer The Blue Quest, en fait, avec The Blue Quest à Marseille. C'est qu'au bout d'un Mmh. moment, on peut aller à travers le monde pour trouver des solutions et ça fait des beaux reportages, mais je pense qu'ici aussi, chez nous, il y a des choses intéressantes qui se passent et c'est ça que j'ai envie de montrer. Donc, en fait, là, je suis en train vraiment, on en est encore avec Jérôme au stade de l'écriture, mais je pense que dès cet été, on va commencer à tourner The Blue Quest à Marseille pour mettre en avant les projets qu'on peut trouver ici parce que on ne le sait pas, mais ici, il y a des baleines, il y a des requins, il y a pas mal de trucs. La Méditerranée Mmh. a été beaucoup pêchée, beaucoup polluée, mais il y a encore des choses à sauver. Et je pense qu'avec des bonnes idées et de l'optimisme et de la motivation, on peut les sauver, mais il faut d'abord savoir ce qui se passe, Mmh. qui s'en occupe, qui fait des actions intéressantes pour sauvegarder ce patrimoine. Donc, on va essayer de le mettre en avant justement avec The Blue Quest Marseille. Et tu as un projet au niveau des financements, parce que j'imagine évidemment que c'est encore un projet qui va être coûteux. Bah, alors là, c'est justement c'est l'idée, c'est que la dernière fois le Mexique, on avait fait un crowdfunding pour la forme. Après le reste, je l'avais payé grâce à mon super travail à Barcelone qui payait très bien. Et là, bon, c'est aussi l'occasion, ce documentaire, d'en faire quelque chose d'un peu plus professionnel, qui va me permettre en amont d'aller chercher des financements. Mais oui, il y aura pas, je suis pas trop inquiet sur ça parce que d'un côté, on fait ça de manière
quasiment bénévole avec Jérôme. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas se retrouver avec ce que coûte vraiment un documentaire pour faire ça. Et pour couvrir les frais de tournage, on va refaire appel, je pense, à la générosité du grand public avec des crowdfunding. Mais on aura aussi potentiellement des subventions aussi bien de la ville, de la région, de l'Office du tourisme, parce que ça va aussi mettre en avant la zone et les actions qui s'y passent. D'accord. On peut te souhaiter que tout cela aboutisse et pour notre plus grand plaisir à venir. Merci beaucoup. Et j'espère revenir vous présenter un documentaire d'ici un an ou quoi que ce soit. On verra. Ça serait avec grand plaisir. On sera ravis. Oui, mais on attend que ça. Et puis, si possible, sur scène et devant le public. Ouais. Ce sera encore mieux. Avec grand plaisir. Ouais. En tout cas, pour ma part, écoute, je te remercie beaucoup. Je te souhaite, comme aurait dit quelqu'un de célèbre qui nous a quittés, bon vent. Et puis, au plaisir de se revoir. Merci Clément. Bonne continuation. Merci à tous les deux et à très vite.